Alexandre, le Canada a franchi un premier pas dans le but de reconnaître éventuellement l'État palestinien cet automne, mais il y a des conditions. Oui, il y a des conditions, entre autres le fait que le Hamas doit être formellement écarté de toutes les activités officielles, également qu'il y ait des élections générales qui soient organisées en 2026. Là, c'est une des promesses d'ailleurs du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. On ne doit pas militariser non plus ce nouvel État palestinien qui pourrait être formé et donc officialisé là, dès l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Ce qui ferait en sorte que le gouvernement Carney emboîterait le pas au gouvernement français de M. Emmanuel Macron, qui avait dit ça jeudi dernier à la surprise générale, que la France allait le reconnaître l'État palestinien. Il y a également le premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a dit la même chose lui aussi hier, en disant on n'est pas prêt à le reconnaître tout de suite, mais si nos demandes qui sont faites envers l'État d'Israël soient d'ouvrir là, l'accès à plus d'aide humanitaire, de cesser de bombarder des populations civiles, ben ils emboîteraient eux aussi le pas à la France. Ce qui fait en sorte là, qu'on a une montée de la pression qui s'exerce là, au niveau du gouvernement israélien. Et tout ça venait d'une autre montée de pression, celle-là qui venait directement sur le gouvernement canadien. Parce qu'on a vu les images des famines atroces là, qui sont en train de frapper la bande de Gaza. On sait que l'aide humanitaire là, était jugulée presque à zéro là, depuis plusieurs mois. Ça vient de se réouvrir un tout petit peu, mais c'est quand même l'armée israélienne qui contrôle les entrées de cette aide humanitaire vitale-là. Il y a au-dessus de 2,1 millions de personnes qui sont déplacées, qui sont affamées également dans la bande de Gaza. Et là, il y avait dans les dernières semaines au-dessus de 200 anciens diplomates canadiens qui avaient écrit personnellement à Mark Carney dans une lettre pour lui dire de reconnaître l'État palestinien. Là-dedans, il y avait 2 anciens ambassadeurs à Israël également. Puis on dit que c'est au sein même du gouvernement que la pression venait également très forte. Plusieurs députés libéraux qui eux-mêmes ont imploré Mark Carney d'agir de manière décisive et c'est finalement ce qui s'est passé. Donc, du côté israélien, on a réagi très fortement en disant que Israël ne céderait jamais à cette pression internationale. On a parlé du côté là, du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de récompense du terrorisme de la part des États qui veulent reconnaître l'État de la Palestine. Mais on se souviendra quand même que Benjamin Netanyahou il est allé d'une déclaration absolument étonnante et mensongère, celle qu'il n'y a pas de famine à Gaza, ce qui a été démenti par à peu près tout le monde, même Donald Trump et les États-Unis qui, on se comprend, apportent leur soutien indéfectible depuis le début de cette guerre à Israël. Et parlant de Donald Trump, en dernière heure, là, il vient tout juste de faire une publication sur Truth, et là, je vais vous la traduire. Il vient d'écrire « Wow! Le Canada vient juste d'annoncer qu'il appuie la création d'un État pour la Palestine, donc la solution à 2 États. » Et là, il poursuit en disant « Ce sera très difficile pour nous de conclure un accord commercial avec le Canada dans ce contexte-là. » Et là, il finit avec un « Oh, Canada! » Et là, ça survient à 24 heures de cette échéance du 1er août. Ouais, c'est... Visiblement, Donald Trump, je veux dire, les États-Unis sont un allié indéfectible d'Israël, c'est pas nouveau. Par contre, il y a des positions humanitaires qui sont de plus en plus intenables. Et il y a un point tournant dans cette crise-là. Tu sais, c'est une chose, souvenons-nous la genèse de tout ça, là, 7 octobre, les terroristes du Hamas attaquent sauvagement les Israéliens. Israël a le droit de se défendre. Mais là, il y a eu un point tournant dans les dernières semaines et dans les derniers mois en ce qui concerne la famine. Il y a des images très dures qui ont fait le tour du monde, qui ont heurté, qui ont marqué les esprits. Et là, il y a eu une cascade d'événements, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit le Canada, qui est quand même prudent avec les conditions qu'on met de l'avant. Et là, on était en droit de se poser la question, qu'est-ce que ça peut représenter politiquement comme conséquence, d'une part avec Israël, qui a rejeté tout ça, et d'autre part avec les États-Unis? Eh bien, on vient d'avoir la réponse. Oui, parce que Donald Trump utilise ces moyens de pression économique-là pour essayer justement de faire changer des politiques et faire changer même de la politique intérieure de d'autres États. Hein, c'est entre autres le cas, souvenons-nous, avec le Brésil. Le Brésil qui, en ce moment, a le fusil pointé d'un 50% de tarifs douaniers sur eux là, d'ici demain, si jamais ils ne laissent pas tomber le procès qu'ils font à Jair Bolsonaro, l'ex-président qui a fait des tentatives de coup d'État, ni plus ni moins, et qui est en ce moment poursuivi comme il se doit lorsque un politicien, tente de saisir le pouvoir de manière illégale. Pourtant, les Américains ont décidé de tenter d'influencer tout ça en imposant des droits de douane massifs. Et là, Alex, si je ne m'abuse, c'est exactement ce qu'on est en train de voir envers le Canada, là.
On va tenter d'influencer les politiques étrangères d'un autre État à coup de pression économique. Bref, c'est sûr que c'est pas Jojo à la veille, justement, là, de cette date butoir du 1er août qu'on dit là, inamovible du côté du gouvernement Trump. Et là, on a plusieurs pays qui sont en train là, de faire des pieds et des mains pour essayer d'obtenir un accord économique, ou du moins un cadre d'accord économique d'ici la veille là, de la date butoir de demain. On a entre autres la Corée du Sud qui a réussi à se glisser là, pour tomber à 15% de droits de douane, là, la même entente à peu près que l'Union européenne et que le Japon également. Avant, c'était 25% qui étaient menacés sur eux. Il y a Taïwan en ce moment qui ont atteint un certain consensus avec les États-Unis, disent-ils, parce qu'eux étaient frappés d'une surtaxe de 32%, entre autres sur les semi-conducteurs, qui, on se comprend, c'est l'économie principale de l'île de Taïwan qui est exportée ailleurs. Et là, il y a eu d'autres droits de douane imposés là, quelques jours avant par l'administration Trump. Là, hier, c'était 50% là, sur le cuivre. Ça a été officialisé. Là. Il l'avait lancé dans l'air, mais ça a été officialisé par décret. Ça s'est reflété en bourse, d'ailleurs. Oui, une chute de 20%, là, d'ailleurs, là, des prix des prix de métaux. Non, c'est assez spécial ce qui se passe de ce côté-là. Les Indiens, également, l'Inde, qui se sont fait frapper à la dernière minute ou presque d'un 25% de droits de douane avec des pénalités si jamais ils achètent du pétrole russe également. Non, c'est assez spécial ce qui se passe là, comme jeu de coulisses juste avant. Et je rappelle que les pays qui disent qu'ils ont des ententes là, avec lesquelles les États-Unis lancent qu'ils ont des grandes ententes, il n'y a pas vraiment de deal de signer. Il n'y a pas de cadre législatif non plus. C'est comme un espèce de cadre flou intentionnellement dans lequel on dit oui, on s'est entendu, ça va être ça. Il n'y a rien de signé pour l'instant par les États-Unis d'Amérique. C'est important de le mentionner. Prenons le temps de décortiquer ce qui risque de nous arriver dans quelques heures. Parce que, bon, pour ce qui est du Canada, ce qui nous pend au bout du nez, c'est 35% de tarifs à compter du 1er août. Maintenant, ce qui nous protège davantage, c'est cet accord de libre-échange, signé par Trump lui-même il y a quelques années, qui englobe à peu près 90% dans le fond là, de nos transferts, de nos exportations avec les États-Unis. Maintenant, si on a un 35% de tarifs, ça s'appliquerait que sur le 10% qui reste là, de certains produits. Et en bout de ligne, moi, je m'attends pas, en tout cas, les choses peuvent évoluer très vite, puis on sait avec Donald Trump à quel point parfois il est bon pour nous surprendre. Mais quand on regarde le ton, quand on regarde ses publications des derniers jours, il a insisté, il a dit non, là, je recule pas, là, la date c'est le 1er août, là. Je vais pas faire un taco de moi-même, un Trump always chicken out, un Trump se dégonfle tout le temps, fait toujours sa poule mouillée, là, c'est pas vrai, je vais être là le 1er août, puis ça va être des tarifs de 35%. Premier indice. Deuxième indice, puis en politique, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde, c'est de diminuer les attentes. Et c'est ce que Mark Carney a fait dans les dernières semaines. On le sentait dans son discours, on l'a senti encore hier, lorsqu'il a dit c'est possible que les négociations avec les États-Unis vont se poursuivre au-delà de la date limite du 1er août. Puis c'est vrai que c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des tarifs de 35% qui vont frapper 10% des produits canadiens le temps de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et ce ne sera peut-être pas nécessairement éternel. Il ne faut pas oublier une troisième chose, c'est que ces tarifs-là, ce sont les Américains ultimement qui vont les payer. C'est une taxe aux Américains. Et dans le journal, on nous explique que certains produits, notamment des consoles de jeux vidéo, puis là, parce que tu accumules certains tarifs aussi lorsqu'un produit est importé d'ailleurs. Alors, ça varie, mais pour ce qui est des consoles de jeux, ça pourrait représenter 20% plus cher pour les Américains. Les vêtements, 37%, les chaussures de 35 à 50%. Les Américains paieraient même plus cher leur détergent à lessive, leur chocolat et leur café. Maintenant, est-ce qu'il y aura un prix politique à payer pour Mark Carney si demain, on est affligé de tarifs de 35%? J'ai l'impression, et ça c'est quand même assez fascinant, les Canadiens l'ont élu, ont cru en lui, il s'est positionné comme étant celui qui allait être capable de négocier avec Donald Trump, un homme imprévisible, instable. Et les Canadiens lui ont massivement quand même fait confiance, alors qu'ils ne le connaissaient peu. Ouais. Et quand on regarde la suite des choses, j'ai l'impression que même si ce gars-là s'est fait élire avec des promesses qu'il clairement ne sera pas capable de livrer demain, moi j'ai l'impression qu'il y a des Canadiens qui vont être bons à son endroit.
Ouais, ben Ils vont lui pardonner. Surtout s'il n'y a pas une entente défavorable au Canada. Oui. Tu sais, signé sur un coin de table, à la dernière minute, on se plie, là, en termes de poker, là, tu te couches, là, OK, c'est bon, c'est trop fort, on prend une mauvaise entente, un mauvais deal. Ça, dans mon livre, à moi, ce serait beaucoup plus catastrophique que de tenir son bout en disant, il négocie une mauvaise foi, il ment sur le fentanyl, il essaye de s'ingérer dans notre politique étrangère au niveau de l'État palestinien et de notre reconnaissance. Tant qu'à moi, d'être plus frondeur, c'est un peu ça le mandat que les Canadiens lui ont donné. Parce que regarde ce qui se passe, notamment dans l'Union européenne, là, tu faisais la référence avec le poker, qui se sont couchés, qui se sont mis à genoux devant Trump, en signant une entente où les États-Unis ont presque rien, ont rien concédé pratiquement. Les concessions viennent davantage de l'Union européenne. Et là, t'as les différents chefs d'État qui ont déchiré leur chemise sur la place publique, qui ont condamné cette entente-là. Alors, est-ce que tu veux vraiment qu'il se passe la même chose? Penses-tu vraiment qu'un Doug Ford va se gêner? Penses-tu vraiment qu'une Danielle Smith va se gêner? Pensez-vous vraiment qu'un François Legault se gênerait? Pas en tout. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va jouer la trappe, pour reprendre une autre analogie, mais une analogie sportive. Est-ce que Carney va sortir un lapin de son chapeau et va nous surprendre dans les prochaines heures? J'ai l'impression qu'on va être prudent. On va les encaisser potentiellement, ces tarifs-là. Moi, je me questionne aussi sur, est-ce que ça aura des contre-coups sur les marchés boursiers? Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un ressac aussi fort que le jour de la libération où nos placements en avaient pris vraiment un coup. Dans le cas de demain, il peut y avoir certains soubresauts, certaines vagues, mais j'ai l'impression que tout ça restera quand même assez stable. C'est préoccupant, cette histoire-là. C'est dans le journal ce matin. Il y a de nouveaux rejets cancérigènes en provenance du site de la future, est-ce que ça aura lieu, là? Mais le futur site de l'usine Nordvolt. Ouais, futur, peut-être ancien, peut-être jamais site de l'usine Nordvolt. C'est notre collègue Annabelle Blais du journal et du bureau d'enquête là, qui écrit sur des matières cancérigènes qui ont été retrouvées dans la rivière Richelieu et qui s'écoulent là, depuis un moment du site, justement, de l'usine Nordvolt qui verra peut-être jamais le jour parce que le terrain a longtemps été problématique. Là, on se souviendra que c'est un ancien site d'une usine d'explosifs, la Canadian Industries Limited, et la semaine du 3 mai dernier, on a décidé de récolter des prélèvements après des épisodes de pluie, parce qu'il y a des sites d'écoulement, on se comprend, en déboisant le terrain, ça fait qu'il y a pas mal plus d'eau qui ruisselle du terrain jusque dans la rivière Richelieu. Et le problème, c'est que la rivière Richelieu, elle, se trouve à moins de 5 km d'une zone de baignade spéciale qui a été inaugurée par la ville de Belleuil dans justement le côté de la rivière Richelieu. C'est une sorte de piscine naturelle, terrain de baignade qui est tout nouveau, mais qui pourrait se retrouver plein de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques, des HAP, ou encore, si vous préférez, des contaminants cancérigènes qui se trouvent là. Et là, même si on dit avoir construit un bassin de rétention du côté du terrain, on a analysé depuis, on dit que c'est un peu moins important cette contamination-là maintenant qu'un bassin de rétention, mais quand même, la mairesse de Belleuil qui a été avisée, qui se dit très, très préoccupée par tout ça, parce que là, d'habitude, on mesurait seulement le taux de coliformes fécaux avant que les gens puissent aller se baigner. Et là, est-ce qu'il va falloir commencer à compter aussi les contaminants cancérigènes? Disons que ça risque de peut-être dissuader certaines familles là, de se rendre dans ce nouveau bassin, malheureusement, qui vient d'être inauguré. Et pour ceux qui croient encore que Nordvolt va voir le jour, dans le journal, on apprend aussi que le cofondateur de Nordvolt vient, en toute discrétion, de mettre en vente sa luxueuse résidence de Montréal de 3,3 millions de dollars. C'est dans le Myland. Et dans le cas de Paolo Cerrucci, on sait qu'il, pas voulu répondre aux questions de nos collègues, lui, il avait démissionné en janvier de son poste de PDG de Nordvolt en Amérique du Nord. Lui, il conserve uniquement ses fonctions de président du conseil d'administration de la division nord-américaine. C'est un bel appartement, quand même. C'est comme une espèce de triplex transformé en duplex, vraiment sur 2 étages, 2326 pieds carrés, 3,3 millions de dollars. Ce sont des images qui ont fait, entre autres, le tour du web. C'était spectaculaire, cette explosion, Alexandre, à Boisbriand. Et là, on est en train d'enquêter sur les causes de cette possible explosion.
Ouais, on a ratissé vraiment la scène au peigne fin, là, surtout que la Sûreté du Québec est venue porter assistance là, aux autres forces policières qui sont en train de passer au peigne fin, littéralement, là, le quartier de Boisbriand, alors qu'on voit les images là, qui ont été captées par une caméra de surveillance voisine de l'explosion là, qui a projeté dans les airs là, une colonne de feu, de fumée intense qui a fait exploser là, des morceaux de vitre, des morceaux de maison partout dans le voisinage, qui a provoqué bien évidemment la panique à une heure où on était en train de coucher les enfants pour plusieurs résidents du quartier. Et là, une des thèses qui est étudiée par les enquêteurs, mais non confirmée pour l'instant, ce serait que cette maison aurait pu avoir abrité un laboratoire de stupéfiants. On en a vu pas mal dans les dernières années, hein, des laboratoires clandestins qui sont démantelés par la police, qui produisent là, une grande quantité des drogues de synthèse qu'on peut retrouver un peu partout ici dans la province. Mais c'est ce qui aurait pu mener une explosion comme celle-là. Parce qu'il faut comprendre qu'un incendie d'une résidence, ça arrive. Une maison qui explose, ça te prend quelque chose d'explosif dans la maison, quelque chose qui a un potentiel de pouvoir créer une détonation comme celle-là. Et donc, on a passé toute cette scène-là au peigne fin pour essayer d'en trouver les indices, mais déjà dans le quartier, c'est une maison qui attirait les regards. On dit que c'est un terrain qui n'était pas vraiment entretenu, sur lequel il y avait des fenêtres barricadées, là, placardées littéralement, et où il y avait malgré tout pas mal de va-et-vient. Mal de va-et-vient. Et d'ailleurs, tiens, il n'y avait personne dans la maison au moment de l'explosion. À ce moment-là, dans la soirée, l'occupant ou l'occupante n'y était pas. Donc, ça soulève toutes sortes de questions. Reste à voir si ça va être la thèse retenue par les enquêteurs. La commission d'enquête sur tout ce qui s'est passé à Saclic va reprendre dans les prochaines semaines. Et il y a un nom qu'on a entendu beaucoup le printemps dernier, c'est le nom de Carl Malenfant. Eh bien, il refuse finalement d'être interrogé à huis clos. Ouais, il refuse ou tente de refuser plutôt parce qu'il a une assignation à comparaître envoyée par le commissaire Denis Galland qui veut l'entendre, le réinterroger le 5 août prochain à huis clos. Et Radio-Canada a obtenu sa requête directement pour laquelle on veut refuser ce témoignage-là. De par la bouche de son avocat, il dit que sa version des faits, là, si elle est confidentielle, ça va avoir des conséquences. Le public ne pourra pas entendre l'intégralité de son témoignage. Ce que la commission dément, disent que c'est dans leur pouvoir d'appeler comme ça toutes sortes de témoins à venir parler au commissaire, à venir parler aux enquêteurs avant qu'il y ait témoignage officiel. D'ailleurs, les employés de la commission ont entendu quelque chose comme 150 personnes à huis clos. Il y en a juste 45 qui ont fini par comparaître publiquement et disent non, c'est une procédure qui est standard. Parce que, comme tu le disais, Carl Malenfant, c'était le grand responsable de la transition numérique du projet de Saclic et lui conteste d'ailleurs, de par son avocat, les chiffres qui sont mis de l'avant par l'enquête de la vérificatrice générale du Québec, qui, je le rappelle, disait que le projet pourrait coûter minimum en ce moment 1,1 milliard de dollars, 500 millions donc de plus qu'anticipé dans ce projet-là. Et lui conteste les chiffres et conteste également, je m'excuse, je voulais pas rire, l'étiquette de fiasco. Il n'y a pas ça quand on dit ça? Non, parce qu'il l'a chapeauté. Donc, il n'aime pas l'étiquette de fiasco. Il le prend personnel. Ben, il la conteste. C'est drôle, moi aussi, comme contribuable, je prends ça personnel lorsqu'il y a des dépassements de coûts de 500 millions pour un projet. C'est drôle. Étant investisseur dans ce fiasco. L'étant tous, effectivement. Bref, donc, dans la requête qui est transmise par son avocat, on remet même en question la validité du règlement qui permet au commissaire d'amener des gens à participer. Je rappelle aussi qu'on avait refusé du côté du commissaire Galland de donner à Carl Malenfant un statut de participant à la commission parce qu'il aurait pu déposer des preuves, il aurait pu contre-interroger même des témoins. On a refusé qu'il fasse ça. Bref, ça revient, comme tu le disais, à partir du 18 août, cette commission, et on pourrait entendre là, dès le retour, comme ça, la comparution de Carl Malenfant qui va être, je pense, très attendue là, par les gens qui couvrent, les gens qui suivent. Tout ça. C'est sûr, mais là où je suis quand même d'accord, c'est qu'il ne faut pas que ce soit fait à huis clos. Il faut que ce soit fait publiquement. Faut qu'on entende ce que ce gars-là a à dire. Il faut, dans le contexte. Écoute, il a été ciblé tellement par de nombreuses allégations qu'il ne faut pas que ce soit fait à huis clos. Il faut que nous, comme citoyens, comme payeurs de taxes, qu'on soit en mesure d'entendre sa version des faits. Après ça, le juge Galland, il tranchera. Mais nous, on est en droit d'entendre ce qu'il a à dire. Et au printemps, moi, Alex, je m'étais penché sur la question, puis j'avais décidé de faire quelques recherches sur ce que Carl Malenfant faisait avant de se ramasser du côté de Saclic et de la SAAQ. Il avait chapeauté un projet de transition numérique chez Hydro-Québec
qui avait fait des dépassements de coûts, des dépassements de délais absolument astronomiques également à cette époque-là. Il y avait d'ailleurs eu des recours collectifs intentés contre Hydro-Québec par des citoyens à la suite de ce projet-là. Disons que c'est pas la première fois qu'il se fait accoler une étiquette qu'elle n'aime pas. Marianne, t'avais une mission hier soir. T'étais au Centre Bell pour le spectacle de Katy Perry. Alors, 007 B7. C'est bon, ça! Vous étiez en charge de scruter les estrades dans le but de repérer un certain Justin Trudeau qui a été vu avec Katy Perry dans toutes sortes d'établissements licenciés de Montréal. Est-ce que les deux sont des amis? Est-ce que les deux se datent? Est-ce qu'ils se sont swipés à droite sur Tinder? Alors, on t'écoute avec attention. Quel est ton rapport? Le spectacle était même pas commencé, ou du moins il venait seulement de commencer, et on savait déjà que Justin Trudeau avait été aperçu dans les coulisses backstage du spectacle de Katy Perry. À ce moment-là, on l'avait pas encore vu. Il y avait pas de photos qui avaient été publiées sur les réseaux sociaux, mais ça a pas pris de temps que TVA Nouvelles a envoyé une alerte avec une photo de Justin Trudeau qui avait l'air d'apprécier son moment en regardant le spectacle de Katy Perry. Oui, c'est comme il a l'air heureux. Il a tellement l'air heureux, tu sais. Est-ce que c'est l'amour qui parle? Je sais pas. Je sais pas. Mais bref, c'est sûr que tous les yeux étaient rivés sur la foule à savoir est-ce que Justin Trudeau va être là? Si oui, avec qui il était? Il était avec sa fille d'ailleurs pour profiter du spectacle. Spectacle qui, je dois dire, c'était bon, mais parfois avait quelques longueurs. Ah oui? J'étais avec nos collègues Isabelle Perron et Florence Lamoureux, puis les trois, on est d'accord sur ce point-là. Il y avait comme 5 actes environ. Le thème du spectacle, c'est vraiment à saveur de son dernier album, 143, qui est très à saveur électro, un peu futuriste. Il n'a pas été très bien accueilli par la critique. Vraiment pas. Puis pour l'avoir réécouté récemment, c'est sûr que ces chansons ont pas fait... Ça n'a pas été des tubes, là. Ça n'a pas été des chansons qui ont roulé dans les stations de radio. Elle a quand même performé 7 ou 8 chansons de son dernier album, mais elle s'en est quand même tenue à faire quelques classiques. Cependant, dans ces classiques, on pouvait compter par exemple Dark Horse, Teenage Dream, Hot and Cold, Last Friday Night, I Kissed a Girl, The One That Got Away. Donc, tous, California Girls aussi, toutes des chansons. Fireworks aussi, sauf que la plupart des chansons connues, tu sais, pour lesquelles Katy Perry est reconnue, elle ne les a pas performées au complet. Et c'est soit on faisait le gros party puis on avait du fun, on dansait, on criait, ou on était assis puis on attendait, parce que entre chacun de ces actes, elle a tellement des décors et des trucs flamboyants sur scène que ça prend du temps à mettre. Et entre chaque acte, il y avait comme une diffusion en arrière-scène d'une certaine vidéo. C'était comme une histoire qu'elle essayait de raconter vraiment à saveur futuriste, qui m'a pas plu du tout. Pour vrai, Isabelle Perron a dit « Coudon, on est-tu au cinéma ici? » Puis honnêtement, je suis vraiment d'accord avec elle. On attendait beaucoup. Et là, c'est un long spectacle, ça veut dire? Ça a quand même été long. Moi, je m'attendais, parce qu'il y avait une vingtaine de chansons qui ont été interprétées, moins de 30 chansons. Je m'attendais peut-être à 1h30, mais on a passé un bon 2 heures, 2 heures et quart dans le Centre Bell, juste pour le spectacle de Katy Perry. Et faut dire aussi que je veux pas... Bon, moi, je suis allée voir Taylor Swift, vous savez. Non, je sais pas pourquoi. Taylor Swift, on a peut-être parlé 2-3 fois. Taylor qui a offert un spectacle de 3h30 avec plus d'une quarantaine de ses chansons, et les transitions pour offrir autant de matériel sur scène, bon, peut-être un petit peu moins impressionnant, là. C'est sûr que Katy Perry a volé sur un papillon géant à un moment donné pendant le spectacle, mais les transitions se faisaient tellement naturellement que, après avoir vu ce spectacle-là, j'ai trouvé certaines longueurs. À un moment, on s'est peut-être demandé si on s'en allait, tu sais, mais on n'allait quand même pas partir avant Fireworks, qui a terminé la soirée. Faut dire qu'elle a quand même été très, très, très attentionnée envers ses fans. Il y a même une personne dans l'audience à qui elle a dessiné elle a écrit le mot « love » sur son bras pour un tatou. C'était pas Justin, non? C'était pas... Non, c'était pas Justin. C'était pas Justin. Mais c'est vraiment drôle que tu dises ça, parce que des fois, elle faisait... À chaque chose qu'elle se disait, elle disait au public, on se regardait tout en mode « OK, est-ce qu'elle va parler de Justin Trudeau? » On savait pas trop qu'est-ce qu'elle disait, mais elle a quand même dit «
je vais t'écrire love parce que c'est tous la raison pour laquelle on est ici ce soir. Elle a même fait monter 3 personnes sur scène parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ont arboré vraiment les thématiques de Katy Perry, par exemple des perruques ou vraiment à l'époque de California Girls, là, des costumes avec des bonbons dessus. Puis elle regardait l'audience, elle a fait monter 3 personnes sur scène, dont une qui venait de Calgary, justement. Puis parmi les 3, il y en a une qui a appris le français puis qui a fait dire « Bonjour Montréal, je t'aime ». Et elle a dit « Merci pour la leçon, ça me sera peut-être utile plus tard ». Ah! Pour l'après-spectacle. Pour peut-être l'après-spectacle avec... Absolument. avec Mr. Justin Trudeau. Il aurait pu faire sa première partie. On l'avait vu jouer au piano avec Grégory Charles, chanter au funérailles de la reine. Ben oui. Probablement qu'il aurait été meilleur que la première partie de Katy Perry. Ah oui, c'était pas... Mais bon, pour elle, on a quand même passé une belle soirée. J'ai quand même pu m'époumoner en chantant Teenage Dream et Hot and Cold. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça a été un spectacle qui a été... c'est ça, comme ça dépend vraiment de Hot and Cold. Hot and Cold, oui, Je suis quand même déçu qu'elle n'ait pas chanté I Kiss Justin and I like it. Parce que, tu sais, dans I Kissed a Girl, elle dit I hope my boyfriend don't mind J'espère it. que mon Fait chum que là, je s'en me rendra suis pas dit, compte. hey, je pense que tous les yeux étaient rivés vers Justin. Mais là, je dois quand même dire, là, il n'y a aucune romance qui est confirmée entre Katy Perry, qui a 40 ans, et Justin Trudeau, qui en a 53. Il se prendrait une petite jeune, là, si jamais. Et Katy Perry fera un arrêt au Centre Vidéotron à Québec vendredi. Alors, on va surveiller Justin. Est-ce qu'il sera à Québec? Alexandre, en terminant, c'est la fin de la carrière de Génie Bouchard qui accroche sa raquette, mais qui a donné quand même une belle performance pour son dernier match. Ouais, sur le court central, à l'Omnium Banque Nationale à Montréal, devant une foule survoltée là, pour venir voir Jeannie pour ce qui est devenu finalement une dernière fois. C'est d'ailleurs là, ce qu'elle a dit là, à la fin du match en disant que c'était un peu comme boucler la boucle hein, d'un rêve de venir jouer sur le court central comme ça à Montréal. Puis elle s'est battue tout le long. Là. Belinda Bencic, hein, cette Suissesse de 28 ans qu'elle n'a jamais réussi à battre en carrière. Là. Ils se sont affrontés 3 fois. Elle n'avait jamais gagné. Et elle l'a quand même là, tenu en haleine tout le long. Là. C'était 6-2, 3-6 et 6-4 finalement à un certain point. Elle menait 3-1 dans la manche ultime et on y croyait vraiment là, au stade Uniprix. Finalement, malheureusement, là, elle s'est inclinée. Mais ça a été serré tout le long. Belle manière de conclure ainsi là, sa carrière pour Eugénie Bouchard.